La neige a recouvert la terre, peignant un tableau d'une désolation parfaite et glaciale. Nous étions en janvier, et la nature glaciale de l'Alaska promettait des vacances comme nous n'en avions jamais prises. Ma famille, papa, maman, ma sœur cadette Kyle et moi, avions décidé de passer une semaine dans une cabane de neige isolée au fond des bois. La promesse d'une nature intacte, de feux crépitants et d'air frais était trop tentante pour y résister. Nous sommes arrivés tard le premier soir, les phares perçant la neige dense qui tombait alors que nous nous arrêtions devant la cabane en bois. L'endroit était modeste mais charmant, avec de la fumée s'échappant de sa cheminée et des glaçons suspendus aux avant-toits. Le trajet avait été long et fastidieux, mais une fois que nous avons déchargé notre équipement, allumé un feu et rassemblé sa chaleur, la fraîcheur de l'air était presque agréable. Les flammes crépitaient et la lumière vacillante dessinait de douces ombres sur les murs. Le calme de la forêt se pressait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, tout semblait en sécurité. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec un soleil éclatant qui rebondissait sur la neige, presque aveuglant par son intensité. Après le petit déjeuner, nous avons décidé d'explorer les environs et de faire une randonnée à travers la forêt environnante. L'air était vif, mordant nos visages, mais le paysage était à couper le souffle. D'imposants arbres à feuilles persistantes s'étendaient vers le haut, leurs branches lourdes de neige. À mi-chemin de notre randonnée, nous sommes tombés sur une vieille cabane nichée dans une clairière. Son toit s'affaissait sous le poids de la neige et les fenêtres étaient sombres et voilées. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid me parcourut le dos. Il n'y avait aucune fumée qui sortait de la cheminée, aucun signe de vie. Elle semblait abandonnée. Papa a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. « Cet endroit est vide depuis des années », a-t-il conclu après avoir regardé par les fenêtres. Malgré la clarté matinale, l'endroit semblait d'une obscurité suffocante, comme s'il n'appartenait pas au monde extérieur. Nous sommes partis sans nous attarder. Au moment où nous sommes rentrés à notre cabine, le soleil baissait sous l'horizon. Le long crépuscule de l'Alaska peignait la neige dans des tons roses et violets. Après le dîner, nous nous sommes installés pour la soirée, des tasses de café fumant à la main. Je me dirigeais vers la porte, attiré par la vue sereine de la neige tombant en épais draps silencieux. En l'ouvrant, je me dirigeais vers le porche, l'air froid étant mordant mais revigorant. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Au début, il n'était qu'une ombre parmi les arbres, un homme vêtu de vêtements sombres, à peine visible sous la tempête de neige. Mon cœur battait à tout rompre alors que je louchais dans la forêt. Était-il perdu? Blessé? J'ai appelé papa, ma voix tremblant légèrement. Il y a quelqu'un dehors. Papa attrapa son manteau et sortit, se protégeant les yeux de la tempête. Lorsqu'il a vu l'homme, il lui a fait signe. La silhouette se rapprocha, bougeant maladroitement, presque comme s'il n'était pas habitué à marcher dans la neige épaisse. « Entrez avant de mourir de froid », dit papa, en aidant l'homme à entrer dans la cabine. Il était maigre, avec des joues creuses et des yeux enfoncés qui se promenaient nerveusement. Son manteau noir était trempé et le givre s'accrochait à ses cheveux et à sa barbe. Nous l'avons assis près du feu, où il a décongelé lentement, frissonnant, en sirotant le thé chaud que maman lui avait préparé. « Merci », murmura-t-il d'une voix rauque. Je pensais que j'étais fini là-bas. Il s'appelait Daniel, et il était venu dans la région pour passer du temps seul dans une cabane à environ 1 mile de la nôtre. Il nous a dit qu'il était parti en randonnée plus tôt dans la journée et qu'il avait eu le sentiment troublant que quelqu'un le suivait. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, a-t-il déclaré en regardant le feu. Mais ensuite, je l'ai vu, un homme vêtu de noir, tout comme moi. Il n'a rien dit, il est resté là, à regarder. Un silence planait dans l'air, lourd et suffocant. Aucun de nous n'a parlé alors qu'il continuait. J'ai essayé de le secouer, mais quel que soit le chemin que j'allais, il me suivait. Et puis il y en avait d'autres,
2 personnages sortaient du bois. Je ne pouvais pas voir leur visage. Ils étaient trop loin et la neige arrivait. Durement. Mais je savais qu'ils me regardaient. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il posait sa tasse. C'est à ce moment-là que j'ai couru. La tempête s'est aggravée et je n'ai pas pu retrouver mon chemin. Puis j'ai vu vos lumières. Mon père, toujours pratique, lui a assuré qu'il pouvait passer la nuit. « Nous vous aiderons à trouver votre cabane demain matin », a-t-il déclaré. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée et nous nous aventurâmes dehors pour aider Daniel à retrouver sa cabane. Dehors, la neige était intacte, à l'exception de la trace d'empreintes de pas menant au porche. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez eux. Une autre série de traces se dirigea vers les arbres, faisant le tour de la cabane comme un prédateur évaluant sa proie. Après environ 1 heure de recherche, nous avons finalement trouvé la cabane de Daniel. Il ressemblait étrangement à celui abandonné que nous avions vu lors de notre randonnée, mais au moins celui-ci avait l'air habité. Daniel nous a remerciés abondamment et nous l'avons laissé se réinstaller, son soulagement presque palpable. Cette nuit-là était notre dernière dans la cabane. Les vacances avaient été étranges et j'avais hâte de partir. Après le dîner, nous nous sommes retrouvés autour du feu. La conversation légère et joyeuse. Vers 1 heure du matin, nous avons tous décidé d'aller nous coucher. Je venais juste de tirer la couverture sur moi quand je l'ai entendu. Un coup doux et délibéré à la porte d'entrée. Mon cœur fit un bond dans ma gorge. Au début, je pensais l'avoir imaginé, mais ensuite c'est revenu. Je n'étais pas le seul à l'entendre. Bientôt, nous étions tous blottis dans le salon, regardant la porte. « Ne l'ouvre pas », murmura papa, la voix ferme. Il attrapa l'arme de poing qu'il portait toujours en cas d'urgence. « Va-t'en », aboya-t-il. « J'ai une arme à feu et je vais l'utiliser. » Les coups ne se sont pas arrêtés. C'était devenu plus fort, plus insistant, comme si plus d'une personne se trouvait de l'autre côté. Nous pouvions entendre de faibles murmures, trop bas pour distinguer les mots, mais incontestablement humains. Finalement, papa a ouvert la porte et a tiré 2 coups de feu dans la nuit. Le son était assourdissant dans le silence et pendant un instant, tout devint silencieux. Puis, les chuchotements revinrent, plus proches cette fois. Le reste de la nuit fut un flou de peur. Nous sommes restés debout, blottis les uns contre les autres dans le salon, l'arme sur les genoux de papa. Plus aucun coup n'est venu, mais aucun de nous ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être surveillé. À l'aube, nous avons fait nos bagages et avons quitté la cabane, la neige autrefois magique étant désormais oppressante. Alors que nous partions, j'ai jeté un coup d'œil à la cabane, m'attendant à moitié à voir des silhouettes debout dans les arbres. Mais il n'y avait rien, juste la neige et le silence. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous êtes ici pour la première fois, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Histoire de cauchemar et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour les histoires effrayantes à venir. Nous avons besoin de votre soutien. Veuillez partager ces histoires avec vos amis et votre famille. Merci. J'ai toujours pensé que l'hiver était paisible, le genre de calme qu'on n'obtient pas en été, quand tout bourdonne de vie. La neige étouffe le son. Cela rend le monde doux et lent. C'est pourquoi j'ai accepté de garder la maison de mon oncle à la montagne. C'était censé être paisible. Ce n'était pas le cas. La tempête a commencé dans l'après-midi, juste au moment où le soleil se couchait derrière les montagnes. Au début, c'était plutôt sympa. De légers flocons tombaient en spirale paresseuse. J'étais debout près de la fenêtre, sirotant un café, regardant la neige se déposer sur le sol comme une nouvelle couche de peinture. Le monde extérieur était blanc et propre, parfait comme seul l'hiver peut le rendre. Vers 18 heures, le vent s'est levé. Les flocons ne dérivaient plus, ils frappaient contre la fenêtre avec des éclats de colère. J'entendais le vent siffler à travers les fissures de la vieille charpente en bois de la cabane. C'était bruyant, comme si quelque chose de vivant était dehors,
hurlant pour qu'on le laisse entrer. La cabane de l'oncle Greg était petite. Confortable, l'a-t-il appelée, même si cela me semblait à l'étroit. Il y avait une chambre, une cuisine avec juste assez d'espace pour une petite table et un salon avec une cheminée en pierre qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Les murs étaient bordés d'étagères remplies de livres de poche poussiéreux et de bibelots étranges, des sculptures en bois représentant des animaux, des outils rouillés et des bocaux remplis de choses auxquelles je ne voulais pas penser. J'ai allumé un feu dans la cheminée, plus pour le confort que pour la chaleur. Oncle Greg m'avait prévenu de ne pas m'y fier. La cheminée n'a pas été nettoyée depuis des années, dit-il, la voix crépitant au téléphone. Autant brûler la cabane si vous l'allumez trop longtemps. Vers 8 heures, la tempête battait son plein. Les fenêtres claquaient dans leur cadre et le vent hurlait comme un animal blessé. Le courant vacilla une fois, puis 2 fois, avant de s'éteindre complètement. La seule lumière provenait du feu. Sa lueur vacillante projetait d'étranges ombres changeantes sur les murs. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit. Au début, je pensais que c'était juste le vent, un bruit sourd et aigu, à peine audible pendant la tempête. Mais ensuite il revint, plus proche cette fois, et distinct. Ce n'était pas le vent, c'était une voix. « Aide-moi !» Je me suis figé. La voix était faible, mais elle traversait la tempête comme un couteau. Je restais là, le cœur battant, m'efforçant d'entendre malgré le vent. Pendant un instant, il n'y eut rien d'autre que le rugissement de la tempête. Là encore, « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Cela venait de l'extérieur. Tous mes instincts me criaient de rester sur place. La tempête était violente. Sortir pouvait signifier se perdre dans la neige et mourir de froid avant de pouvoir retrouver le chemin du retour. Mais la voix semblait désespérée, comme si celui à qui elle appartenait tenait à peine le coup. J'ai attrapé une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et j'ai enfilé mon manteau et mes bottes. Au moment où j'ai ouvert la porte, le vent m'a frappé, me faisant presque tomber. La neige tourbillonnait autour de moi, un mur blanc aveuglant qui engloutissait tout au-delà de quelques mètres. « Bonjour ?» J'ai appelé, ma voix avalée par la tempête. « Par ici !» répondit la voix, faible mais claire. J'ai trébuché en avant, une main tenant la lampe de poche, l'autre protégeant mon visage du vent. Le froid était comme un être vivant, griffant ma peau et s'infiltrant dans mes os. La voix m'a conduit dans les bois derrière la cabane. Les arbres se dressaient comme des géants sombres, leurs branches lourdes de neige. Le faisceau de ma lampe de poche traversait l'obscurité, ne révélant rien d'autre que des arbres et de la neige qui tombait. « Où es-tu » j'ai crié, ma voix tremblait. « Ici » La voix était plus proche maintenant, juste devant. J'ai avancé, la neige traînant sur mes bottes comme des sables mouvants. Puis, tout d'un coup, le sol s'est effondré sous moi. Je suis tombé, le monde s'est renversé alors que je dévalais une pente raide cachée sous la neige. J'ai atterri durement, l'impact chassant l'air de mes poumons. Pendant un moment, je suis resté là, haletant, à regarder les flocons de neige tourbillonnant. Quand je me suis assis, je l'ai vu. Au début, j'ai cru que c'était une personne, une silhouette accroupie dans la neige, qui me tournait le dos. C'était mince, trop mince. Ses membres étaient anormalement longs et grêles. Sa peau était pâle, presque translucide, et il était nu malgré le froid. « Bonjour ?» dis-je, ma voix étant à peine un murmure. La silhouette tournait lentement, ses mouvements saccadés, comme une marionnette aux ficelles emmêlées. Son visage était faux. Les traits étaient étirés et déformés, comme si quelqu'un avait essayé de modeler un visage humain avec de l'argile et s'était trompé. Ses yeux étaient trop grands, noirs et vides, et sa bouche était un trou béant rempli de dents acérées et dentelées. « Aidez-moi » dit-il. Sa voix ne faiblit plus. C'était bruyant maintenant, résonnant dans ma tête, noyant la tempête. « Aide-moi »
Je reculais en courant, les mains griffant la neige, le cœur battant dans ma poitrine. La chose pencha la tête, me regardant avec ses yeux noirs vides. Puis il a commencé à ramper vers moi avec des mouvements inhumains, semblables à ceux d'une araignée. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. La lampe de poche m'a glissé des mains, le faisceau traversant l'obscurité alors qu'il s'éloignait. La chose était presque sur moi, ses longs doigts osseux tendus. Je fus aveuglément, ma main se refermant sur un rocher à moitié enfoui dans la neige. Je l'ai balancé de toutes mes forces, l'impact me secouant le bras. La chose a poussé un cri, un son aigu et inhumain qui a fait bourdonner mes oreilles. Il recula, me laissant juste le temps de me relever. L'Iran, je ne savais pas où j'allais. Je ne pouvais pas voir à travers la neige. Je ne pouvais pas entendre à cause du vent. Mais j'ai quand même couru. Mes jambes me brûlaient et mes poumons réclamaient de l'air. D'une manière ou d'une autre, je suis revenu à la cabine. J'ai claqué la porte derrière moi, la verrouillant et poussant une chaise sous la poignée pour faire bonne mesure. La tempête faisait rage dehors, mais la cabane était silencieuse. Je restais là, tremblant, regardant la porte, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre à la volée. Mais rien n'est arrivé. La chose avait disparu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je m'assis près du feu, serrant la lampe de poche, sursautant à chaque craquement et gémissement de la cabine. Le matin venu, la tempête était passée. Je suis sorti, espérant que la lumière du jour rendrait tout à nouveau normal. Mais la neige à l'extérieur de la cabane était intacte. Aucune empreinte de pas, aucun signe de lutte. C'était comme si de rien n'était. La fin d'année est toujours une période difficile pour quiconque dirige une entreprise. Mais quand on est à la tête d'une entreprise qui fabrique et vend des produits sur Amazon, c'est le chaos absolu. Avec des dizaines d'employés à superviser et une longue liste de tâches à accomplir, j'ai rarement eu un moment pour moi pendant la dernière partie du mois de décembre. Normalement, je rentrais à la maison vers 17h. Mais dans la nuit du 31 décembre, je suis resté tard pour clôturer les comptes de l'année. Au moment où j'ai fermé mon bureau et suis sorti, il était déjà plus d'1h du matin. Le vent hurlait dans les rues et la tempête de neige qui avait couvé toute la soirée atteignait désormais toute sa force. Les routes étaient presque désertes, à l'exception de quelques voitures qui naviguaient prudemment dans l'abîme blanc. Tandis que je roulais lentement, mes phares traversèrent la neige, révélant une route désolée devant moi. C'est alors que je l'ai vu, un homme immobile allongé dans la neige, juste au bord de la route. Ma première pensée fut une hésitation. S'arrêter au milieu d'une tempête de neige pour aider un inconnu peut être dangereux. Et si c'était un piège? Mais ensuite, j'ai réfléchi aux conditions. Il ne survivrait pas ici très longtemps. Je ne pouvais pas passer devant et le laisser mourir. Je me suis arrêté et me suis précipité à ses côtés. Il était à peine conscient, son visage pâle et ses lèvres bleues. Ses vêtements étaient en lambeaux, n'offrant que peu de protection contre le froid glacial. J'ai eu du mal à le soulever dans ma voiture et j'ai immédiatement augmenté le chauffage alors que je me dirigeais vers l'hôpital le plus proche. Les médecins m'ont dit qu'il souffrait d'hypothermie et de malnutrition sévère, mais qu'il s'en sortirait avec quelques jours de traitement. Je lui ai rendu visite tous les jours pendant sa convalescence, curieux de savoir qui il était et comment il s'était retrouvé dans un tel état. Lorsqu'il retrouva enfin assez de force pour parler, son histoire se déroula comme une tragédie. Il m'a dit qu'il s'appelait Ali. Il y a 2 ans, sa vie s'était effondrée après la mort de son jeune fils. Le chagrin a déchiré sa famille et il a perdu son emploi peu de temps après. N'ayant nulle part où aller, il s'est retrouvé dans la rue, survivant jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il valait mieux laisser la tempête m'emporter, dit-il, la voix tremblante. Mais toi, tu m'as sauvé. Ces paroles sont restées en moi. Je ne pouvais pas les sortir de ma tête. Je vivais seul dans une grande maison et je pensais que je pourrais peut-être lui donner un nouveau départ.
Alors, je lui ai proposé de le laisser rester avec moi pendant un moment. Au début, il a hésité, mais après quelques encouragements, il a accepté. Avoir Ali à proximité n'était pas aussi gênant que je le pensais. Il était silencieux, gardait la maison bien rangée et semblait sincèrement reconnaissant. Au fil des semaines, nous avons discuté davantage et j'ai commencé à voir la personne derrière ses difficultés. Il était intelligent, gentil et prêt à travailler dur pour se remettre sur pied. Un soir de neige, je suis rentré à la maison après une journée de travail particulièrement longue. La porte d'entrée était grande ouverte. Mon cœur se serra. Je me suis précipité à l'intérieur, m'attendant au pire. La maison était étrangement calme et rien ne semblait étrange à première vue. J'ai immédiatement pensé qu'Ali avait profité de ma gentillesse et volé quelque chose de précieux. Mais en vérifiant pièce après pièce, j'ai trouvé que tout était exactement là où il devrait être. Soulagement mêlé de confusion. Si rien ne manquait, alors où était Ali? Juste au moment où j'allais l'appeler, on frappa à la porte. Je l'ai ouvert pour le trouver debout, haletant et visiblement secoué. « Vous n'allez pas croire ça », dit-il, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. Ali a expliqué qu'il dormait à l'étage lorsqu'il a entendu des bruits venant d'en bas. Au début, il pensait que j'étais rentré plus tôt, mais quand il a entendu du verre se briser, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis descendu en rampant et j'ai vu 2 hommes masqués fouillant dans le salon, a-t-il déclaré. Mon sang se glaça alors qu'il continuait. Je me suis souvenu que vous gardiez une arme dans le placard, alors je l'ai attrapée et je leur ai crié de partir. Ils ont paniqué et ont couru vers la porte, sautant dans une camionnette garée dans la rue. J'ai essayé de les poursuivre, mais ils étaient partis avant que je puisse obtenir une plaque d'immatriculation. L'idée que des étrangers entrent par effraction chez moi était terrifiante, mais savoir qu'Ali était là pour les effrayer était un soulagement. « Je suis désolé pour la porte », a-t-il ajouté, l'air véritablement désolé. Je ne pouvais pas le laisser ouvert pendant que je les poursuivais. Cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point Ali avait changé. Ce n'était pas seulement un sans-abri que j'avais récupéré dans la rue. Il était intègre, courageux et avait un sens aigu du bien et du mal. Le lendemain, je l'ai fait asseoir et lui ai proposé un emploi dans mon entreprise. Au début, il hésitait, disant qu'il ne voulait pas profiter de ma gentillesse. Mais j'ai insisté. Je lui ai dit que c'était sa chance de reconstruire sa vie. Il a commencé dans un petit rôle, gérant les stocks et aidant aux livraisons. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ses compétences naturelles et son éthique de travail brillent. En 1 an, il a gravi les échelons jusqu'au poste de manager, supervisant une équipe d'employés avec précision et soin. Avec le recul, cette nuit enneigée a changé nos vies à tous les deux. Pour Ali, c'était une seconde chance de construire quelque chose de significatif. Pour moi, c'était une leçon d'empathie et les récompenses inattendues d'aider quelqu'un dans le besoin. Ali travaille toujours dans mon entreprise et il est l'une des personnes les plus fiables de mon équipe. Chaque soir du Nouvel An, nous nous faisons un devoir de célébrer ensemble, un rappel du chemin parcouru depuis cette nuit fatidique de tempête.